Mon frère n'a pas appelé. Il n'a pas écrit. Il est simplement apparu devant ma porte d'entrée un mardi matin de juillet, une valise cabine à ses pieds et 5 ans d'absence marqués sur son visage. Je n'avais pas entendu la voiture s'arrêter. Je n'avais pas entendu le portail. J'ai juste entendu 3 coups fermes contre la porte. Et quand j'ai ouvert cette porte et que j'ai vu Neville debout là, dans une chemise en lin, avec ses cheveux argentés et ses belles chaussures, ma main est montée à ma poitrine avant que ma bouche ne puisse former le moindre mot. Il m'a regardé de la même manière, sans joie, sans ce sourire que je gardais en mémoire depuis 5 ans. Il m'a regardé comme un homme regarde lorsque ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'on lui a dit. Il a fait un pas en avant et m'a serré dans ses bras. Et je l'ai senti. La façon dont son étreinte s'est resserrée. La façon dont il est resté ainsi un instant de trop. Lorsqu'il s'est reculé, ses yeux ont parcouru mon visage, sont descendus sur mes épaules, ont balayé le porche et derrière moi. La rambarde à la peinture écaillée, le climatiseur de fenêtre qui vibrait sous la chaleur de juillet, les rideaux si fins que la lumière du matin passait à travers. Il n'avait pas encore dit un mot. Il n'avait pas besoin de le faire. Je m'appelle Martha Stewart. Je vis dans cette maison à Birmingham, dans l'Alabama, depuis 31 ans. J'y ai élevé mon fils. J'y ai enterré mon mari. Et ces 3 dernières années, j'y ai survécu grâce à la gentillesse de mon église, au fonds de bienfaisance, à la banque alimentaire, et au diacre qui m'apportait des courses sans jamais me faire me sentir inférieur d'accepter leur aide. Neville est entré. Il s'est assis sur mon canapé et a regardé lentement autour de lui, sans impolitesse, comme un homme qui fait des calculs dans sa tête. Puis il m'a regardé. « Martha » a-t-il dit d'une voix calme. « Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui reçoit 20 000 $ par mois. Pourquoi ?» La pièce est devenue très silencieuse. J'avais repris ses paroles. J'analysais chaque mot, mais mon esprit ne parvenait pas à leur trouver une place. 20 000 $ chaque mois. J'ai regardé le visage de mon frère et j'ai vu qu'il n'était pas confus. Il ne se trompait pas. Il avait envoyé de l'argent réel, une somme conséquente, et il croyait que cela m'était parvenu. Je lui ai dit la vérité. C'était l'église qui me maintenait en vie. Le fonds de bienfaisance avait payé mes factures d'électricité 2 fois l'hiver dernier. Sœur Pauline, de la chorale, m'apportait un sac de courses un vendredi sur 2. Je n'avais jamais rien demandé à personne dont je n'eusse désespérément besoin. Neville n'a pas haussé la voix. Il n'a pas fait de geste théâtral. Il a simplement glissé la main dans la poche de sa chemise et en a sorti son téléphone. Sa mâchoire était serrée, de cette façon dont je me souvenais de notre enfance, cette immobilité particulière qui signifiait que quelque chose en lui s'était brisé et ne reviendrait pas en arrière. Il a composé un numéro. Il a porté le téléphone à son oreille. Ça a sonné 2 fois, puis une 3e. Puis la voix de mon fils est parvenue, fluide et posée, chaleureuse, la voix d'un homme qui n'a rien à cacher. « Oncle Neville, quelle surprise. Tout va bien ?» Les yeux de Neville ne lâchaient pas mon visage. « Terrell, a-t-il dit, où est l'argent de ta mère ?» Le silence qui a suivi a duré exactement 1 seconde. Puis Terrell a répondu, « Oncle Neville, je peux tout expliquer. Pourquoi ne pas nous asseoir ensemble ? Je viens chez vous. » Calme, serein, déjà en train de jouer la comédie. Terrell est venu le lendemain matin. Il est entré dans mon salon avec un sachet en papier contenant des viennoiseries qu'il savait que j'aimais et m'a embrassé sur la joue comme il le faisait toujours côté gauche, une pression rapide. Il a serré la main de Neville. Il s'est assis. Il était détendu, de cette façon dont seul un homme ayant préparé son histoire peut l'être. Je l'ai regardé s'installer sur mon canapé et j'ai repensé aux 3 dernières années. La première année après le départ de Neville pour le Royaume-Uni, l'argent arrivait de manière sporadique, 20 $ une semaine, 50 $ la suivante, parfois rien pendant 3 semaines, puis un billet de 100 que Terrell me remettait dans une enveloppe avec une brève explication, délai de transfert. Frais internationaux, compte en attente de vérification. Je n'y comprenais rien et Terrell le savait très bien. Il ne proposait jamais de m'expliquer plus que ce que je demandais, et j'avais fini par ne plus poser de questions car chaque interrogation sonnait comme de l'ingratitude envers un fils qui, au moins, se montrait présent. Il m'avait dit très tôt, au cours des premiers mois, que Neville avait changé, que le succès transforme les gens, et que je ne devais pas m'attendre à retrouver le même frère que je connaissais car le Royaume-Uni lui avait donné une autre vie et d'autres priorités. Il le disait doucement,
sur le ton que l'on prend pour annoncer une mauvaise nouvelle concernant quelqu'un que l'on respecte. Il disait que Neville tenait toujours à moi, mais qu'il ne fallait pas mesurer cette affection aux appels ou à l'argent parce que les hommes comme Neville exprimaient leur amour différemment aujourd'hui. Je l'ai cru. Terrell était mon fils. Il n'avait aucune raison de mentir. Les rares fois où j'appelais Neville moi-même, je sentais que quelque chose avait été arrangé avant que je ne compose le numéro. Neville était toujours prudent dans ses mots, chaleureux mais mesuré, ne me demandant jamais directement si je m'en sortais, n'insistant jamais au-delà de mes réponses. À l'époque, j'y voyais cette distance dont Terrell m'avait averti. À présent, assise dans ce salon à regarder mon fils manger sa viennoiserie, je comprenais la situation sous un autre jour. Terrell avait parlé à Neville avant ses appels. Il avait orienté la conversation avant même qu'elle ne commence. Ce n'était pas de la distance. C'était de la manipulation. J'avais survécu grâce à l'église. Le fonds de bienfaisance avait couvert ma facture d'électricité 2 fois l'hiver d'avant le dernier. Sœur Pauline m'apportait des courses un vendredi sur 2 sans jamais me faire ressentir cela comme une humiliation. Les diacres prenaient des nouvelles de moi. Je n'étais pas invisible dans ma souffrance. J'étais simplement invisible pour les personnes qui auraient dû me voir en premier. Et Terrell continuait de venir régulièrement, fidèlement, en m'apportant de petites sommes comme s'il s'agissait de cadeaux, $20 pour mon anniversaire, $50 lorsqu'il remarquait que le climatiseur de fenêtre peinait à fonctionner. Un sac de provisions à Thanksgiving posé près de la porte avant de repartir. Juste assez à chaque fois. Apporté à chaque fois avec la chaleur d'un bon fils. Je le remerciais chaque fois. Je n'avais rien d'autre à offrir que ma gratitude, et il l'acceptait sans ciller. 14 mois avant que Neville ne frappe à ma porte, un courrier est arrivé, qui ne m'était pas destiné. C'était un relevé bancaire. L'enveloppe portait le nom de Terrell, mais mon adresse. J'ai regardé les chiffres sur cette feuille et ils n'avaient aucun sens pour moi. Les montants étaient élevés, bien plus élevés que tout ce que je pouvais associer à ma propre vie. Je ne comprenais pas de quel compte il s'agissait, pourquoi il existait ou ce que signifiaient ces transactions. Je n'étais pas une femme familière des transferts internationaux ou des structures de comptes joints, mais je ne l'ai pas jeté. Je ne sais pas exactement pourquoi. Quelque chose en moi, un instinct discret et indéfinissable, me disait de le garder. Je l'ai plié en suivant ses plis d'origine et je l'ai glissé dans ma Bible, entre le livre de Job et le livre des psaumes, là où je conservais les choses que je n'étais pas prête à abandonner. Cette nuit-là, après le départ de Terrell et une fois la maison redevenue silencieuse, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai regardé la Bible sur ma table de chevet. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai simplement regardée. Il y avait quelque chose à l'intérieur. J'ignorais ce que cela signifiait, mais je savais que je n'étais pas prête à m'en détacher. Terrell est parti sans avoir rien résolu. Il avait souri, mangé sa viennoiserie, prononcé toutes les paroles requises et franchi ma porte d'entrée avec la même aisance qu'à son arrivée. Neville s'est assis en face de moi après la fermeture de la porte, et aucun de nous deux n'a parlé pendant un long moment. Ce soir-là, Neville m'a demandé de m'asseoir avec lui à la table de la cuisine. Il a posé son téléphone entre nous et a ouvert un écran que je n'ai pas tout de suite compris, une liste de dates défilant sur le côté gauche, et des chiffres sur le côté droit. Il n'a pas donné d'explication tout de suite. Il a simplement tourné l'appareil pour que je puisse voir clairement et me laisser regarder. Chaque mois, pendant 3 ans, le même montant, $20 000 envoyés depuis son compte au Royaume-Uni vers un compte joint ici, à Birmingham. Mois après mois, 36 lignes. Je ne me suis pas pressé. J'ai laissé chaque ligne me marquer individuellement. Chaque date, chaque montant, chaque mois de ma vie que je devais à présent mettre en parallèle avec ce chiffre. Décembre, j'avais emprunté $40 à sœur Pauline pour ma facture d'eau. Février, la banque alimentaire m'avait donné 2 sacs et j'avais été si reconnaissante que j'en avais pleuré sur le trajet du retour. Juillet, j'avais porté la même paire de chaussures à l'église pendant 11 mois parce que je ne pouvais pas justifier l'achat d'une nouvelle paire. $20 000 chaque mois, sans exception. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi s'est figé dans un profond silence à la place. Le genre de silence qui ne vient pas de la paix, mais d'un poids trop lourd pour que les larmes puissent l'alléger. Neville a observé mon visage tout au long de cette lecture. Quand j'ai fini par lever les yeux vers lui, il n'a pas détourné le regard. Il a dit, « Martha, j'aurais dû t'appeler moi-même. » Il l'a dit simplement, sans chercher d'excuses.
Il m'a expliqué que Terrell était venu le voir au cours des tout premiers mois de cet arrangement pour lui dire que j'étais fier au sujet de l'argent, que j'avais demandé à ce que nous n'en parlions pas, et que les questions directes sur mes finances m'embarrassaient. Neville a dit qu'il avait accepté cette version parce qu'elle correspondait à la sœur qu'il connaissait, parce que je m'étais toujours comporté avec dignité et qu'il ne voulait pas me priver de cela en insistant. Puis il m'a appris autre chose. Tous les quelques mois, Terrell lui envoyait des captures d'écran de compte et des récapitulatifs, des soldes, des historiques de transactions, des notes expliquant ce qui avait été payé et ce qui avait été mis de côté. Neville a dit qu'il n'avait jamais rien vu qui laisse supposer un problème. Tout semblait ordonné, justifié, raisonnable. Il avait accepté ces rapports parce qu'ils correspondaient à l'histoire que Terrell lui racontait déjà sur moi. Il a avoué qu'il était plus facile de faire confiance à cette organisation que de la remettre en question. Il l'a dit à voix haute à son propre sujet, sans sourciller. J'ai regardé mon frère, cet homme qui avait construit sa vie à l'autre bout d'un océan, qui avait envoyé de l'argent fidèlement chaque mois pendant 3 ans, et j'ai compris qu'il avait été trompé de manière aussi délibérée que moi. Terrell avait bouclé la boucle par les deux bouts. Il contrôlait ce que Neville croyait de moi, et il contrôlait ce que je croyais de Neville. Et dans l'intervalle entre ces deux vérités fabriquées, et s'était construit une vie. J'ai posé une seule question à Neville, où est passé cet argent? Il m'a répondu que c'était sur un compte joint. Il l'avait ouvert avant de partir. Il voulait une structure côté américain pour que les transferts s'effectuent de manière fiable. Terrell s'était proposé pour le gérer. Cela semblait pratique à l'époque. Martha n'avait pas de smartphone, ne faisait pas de transactions bancaires en ligne, et Terrell était sur place et disponible. Je lui ai demandé, quel compte joint? L'expression de Neville a changé. Quelque chose s'est animé dans ses yeux, qui n'était pas tout à fait de la culpabilité et pas tout à fait du chagrin, mais qui se situait à la frontière des deux. Le compte est à nos deux noms, a-t-il dit, mais Terrell était le seul à y avoir accès. Je n'avais jamais vu de relevé, jamais reçu de carte, on ne m'avait jamais communiqué le numéro de compte. Mon nom figurait sur quelque chose depuis 3 ans sans que j'en soupçonne l'existence. J'ai posé ma main bien à plat sur la table de la cuisine. Sans théâtralité, sans colère, juste un geste plat et déterminé, les 2 pieds ancrés au sol. Je n'étais pas encore prête à parler, mais j'en avais fini de rester passive. Nous nous sommes rendus chez Terrell le lendemain matin. J'étais allé dans cette maison de nombreuses fois. Des dîners dominicaux, des fêtes, parfois le samedi quand Landra appelait pour dire « Venez manger avec nous, on a préparé trop de nourriture ». J'en étais toujours repartie reconnaissante, rassasiée, aimée même. J'étais à présent assise dans la voiture de location de Neville, observant la façade de cette maison à travers le pare-brise de la construction récente, les lignes épurées, les 2 voitures garées dans l'allée comme une affirmation de réussite. Et j'ai pensé à chaque repas que j'avais pris à cette table. J'avais remercié Landra pour sa cuisine. J'avais fait des compliments sur ses rideaux. Je m'étais assise dans des pièces que mon argent avait financées en qualifiant cela d'hospitalité. J'ai classé cette pensée là où je pourrais la retrouver plus tard, et je suis descendu de voiture. Terrell a ouvert la porte avant même que nous n'ayons frappé. Il nous guettait. Son visage exprimait de la blessure, pas de la culpabilité. La blessure, cette expression particulière de l'homme qui s'est préparé à être incompris et qui arrive en avance pour s'endraper. Il a reculé et nous a laissé entrer. La maison était propre et silencieuse. Landra n'était pas là. Nous nous sommes assis dans le salon. Neville n'a pas perdu de temps. Et a posé directement la question sur le compte, l'argent, les 3 ans de transfert et l'endroit où tout cela était passé. Terrell a hoché lentement la tête, de la façon dont un homme hoche la tête lorsqu'il attend une question à laquelle il sait déjà comment répondre. Il a dit que ce compte avait été ouvert pour ma protection. Il a affirmé que la gestion des transferts internationaux exigeait une personne ayant un accès et une disponibilité constante, et qu'il avait pris cette responsabilité au sérieux. Il a évoqué des dépenses, des factures d'électricité qu'il aurait réglées discrètement pour moi, un reste à charge médicale d'il y a 2 ans, des réparations sur mon toit après une tempête. Il s'est levé, est allé dans la cuisine et en est revenu avec un classeur. Il était épais, organisé, muni d'intercalaires. Il l'a posé sur la table basse et l'a ouvert face à Neville. Des reçus, des impressions, des dates et des montants saisis proprement. Il a passé en revue les feuillets calmement, page par page. Sa voix ne s'est jamais élevée, ses mains n'ont jamais tremblé. Il ne se défendait pas,
Il présentait des pièces à conviction. Il y a une différence, et Terrell la comprenait parfaitement. Neville a contesté 2 chiffres. Terrell a eu une réponse pour chacun d'eux. Neville a légèrement haussé la voix sur le 3e. Terrell a attendu qu'il ait fini pour lui répondre sur le même ton mesuré qu'au départ. Je n'ai presque rien dit. Je n'étais pas silencieuse par manque d'arguments. J'étais silencieuse parce que j'écoutais les non-dits entre ses réponses, les détails qu'il expliquait avant qu'on ne le lui demande, les reçus produits pour des dépenses que je ne me souvenais pas avoir autorisées, la manière dont il évoquait mon bien-être avec une chaleur artificielle. Un homme qui dit la vérité n'a pas besoin d'un classeur avec des intercalaires. Lorsque nous nous sommes levés pour partir, Neville était tendu par la frustration, cette frustration spécifique d'un homme qui sait que quelque chose cloche mais ne parvient pas encore à situer précisément où se trouve le mensonge. Je lui ai touché le bras alors que nous marchions vers la voiture. Je n'étais pas frustré. Les choses étaient claires pour moi. Nous avons roulé en silence pendant 2 minutes. Puis Neville a dit qu'il avait tout de prêt. Oui, ai-je répondu. C'était vrai. Je n'ai pas partagé ma pensée profonde, un homme qui se prépare avec autant de soin à une confrontation s'y attend depuis longtemps. Ce classeur n'avait pas été assemblé la veille. Quelque part entre ces reçus répertoriés et cette voix posée se dessinait une histoire construite spécifiquement pour cet instant précis. Alors que Neville tournait au bout de la rue, j'ai senti que Terrell observait notre voiture depuis sa fenêtre avant. Je ne me suis pas retourné. J'avais déjà vu tout ce que j'étais venu voir. 3 jours après notre visite chez Terrell, le secrétariat de mon médecin a appelé pour confirmer un rendez-vous. La réceptionniste, une jeune femme à qui j'avais parlé une 12aine de fois sans incident, m'a relu les détails du rendez-vous à 2 reprises. Puis elle m'a demandé, avec une lenteur prudente, si quelqu'un pouvait m'accompagner en voiture. Je lui ai répondu que je me rendais seul à tous mes rendez-vous. Elle a dit que bien sûr, elle voulait simplement s'assurer que j'étais épaulé. Sa voix avait cette douceur condescendante que les gens emploient face à une personne qu'on leur a dit de traiter avec précaution. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté pensive un instant après cet appel. Puis je l'ai laissé de côté et l'ai classé. 2 jours plus tard, j'étais sur mon porche quand ma voisine Cécile est passée. Nous nous connaissions depuis 20 ans. Ce n'était pas le genre de femme à peser ses mots. Elle était directe, franche, le genre de voisine à vous signaler que l'ampoule de votre porche était grillée sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Cet après-midi-là, elle s'est assise sur la chaise à côté de moi et a tourné autour de tous les sujets. Elle m'a demandé comment je me sentais, d'un ton qui indiquait qu'on lui avait déjà décrit mon état. Elle marquait des pauses avant de terminer ses phrases. Elle scrutait mon visage comme on scrute le visage de quelqu'un chez qui l'on cherche un indice précis. Je l'ai remarqué. Je n'ai pas montré que je l'avais remarqué. Puis, le dimanche après l'office, le diacre Harris m'a intercepté près de la porte latérale. Il s'est montré chaleureux, comme toujours. Mais il m'a prise gentiment à part pour me dire que Terrell était passé chez lui plus tôt cette semaine-là, affirmant que la famille s'inquiétait. Il disait que je semblais confuse ces derniers temps, distraite, que j'avais du mal à suivre le fil des choses. Il l'a dit avec bienveillance, de la manière dont un homme délivre un message qu'il croit dicté par l'amour. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'allais bien. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je suis resté assis sur ce parking pendant un long moment. Terrell n'avait pas cédé à la panique après notre visite. Il n'avait pas appelé Neville pour négocier, ni n'était revenu chez moi pour s'excuser. Il s'était mis au travail, discrètement, méthodiquement. Dans les jours qui ont suivi, il avait rendu visite à mon cabinet médical, à ma voisine, à mon diacre. Il ne préparait pas une défense contre ce que possédait Neville. Il réunissait un jury contre ce que je pourrais dire. Il façonnait un portrait de Martha Stewart confuse, oublieuse, peu fiable, et il l'ancrait soigneusement dans l'esprit de chaque personne dont le témoignage pourrait un jour compter. Je n'ai pas appelé Neville ce soir-là. J'avais besoin de réfléchir avant de parler. Je suis rentré chez moi. Je suis allé dans ma chambre. J'ai pris le relevé bancaire caché dans ma Bible et je l'ai tenu dans mes mains, celui qui était arrivé il y a 14 mois avec le nom de Terrell sur le compte et mon adresse sur l'enveloppe. Je l'avais gardé sans vraiment comprendre pourquoi. Cet instinct ne me semblait plus dérisoire aujourd'hui. Puis j'ai ouvert le tiroir à côté de mon lit et j'ai sorti un cahier. Je l'avais commencé la nuit même où j'avais glissé ce relevé dans ma Bible. Je n'avais pas pu dormir cette nuit-là.
Quelque chose dans ces chiffres m'avait perturbé d'une manière que je ne savais définir. Et j'avais attrapé ce cahier que j'utilisais pour prendre des notes à l'église et j'avais commencé à écrire. Pas des accusations, pas un plan, juste des observations, des dates, des montants que Terrell m'avait donnés, des conversations qui sonnaient un peu faux, des choses dont je voulais me souvenir au cas où j'en aurais un jour besoin. 14 mois de notes, toutes de mon écriture. Toutes datées. Terrell n'avait jamais fouillé ma maison. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que j'étais le genre de femme à prendre des notes par écrit. Il m'avait regardé et avait vu une personne qui pouvait être contrôlée. Ce fut sa première erreur. J'ai ouvert le cahier à la première page et j'ai contemplé mon écriture. Daté d'il y a 14 mois, la nuit où tout cela a commencé à mon insu. Neville a trouvé un avocat avant la fin de la semaine. Son cabinet se trouvait au 3e étage d'un immeuble sur la 2nd avenue North. Calme, professionnel, le genre d'espace qui vous pousse à baisser d'un ton sans qu'on vous le demande. Nous nous sommes assis en face de son bureau un jeudi matin, et Neville a tout exposé, les registres de transfert, la structure du compte joint, les 3 années, les $20 000 mensuels, et sa sœur qui n'avait rien reçu. L'avocat a écouté sans l'interrompre. Quand Neville a eu fini, il est resté silencieux un instant, puis il a déclaré que le dossier était solide. Les virements télégraphiques étaient documentés. La structure du compte était traçable. Selon la législation de l'Alabama, section 38-9F4, le détournement délibéré de fonds appartenant à une personne âgée entraînait des sanctions civiles et pénales. Une action civile pour détournement de fonds constituait la démarche immédiate la plus forte. L'historique des transactions que Neville possédait déjà en formait la base. J'étais assise là à écouter, comprenant suffisamment pour suivre sans avoir besoin qu'on m'explique chaque terme. Puis l'avocat a marqué une pause et a évoqué une complication. Si les fonds détournés avaient été utilisés comme capital dans un projet commercial impliquant un investisseur tiers, la récupération devenait nettement plus complexe. Retirer l'argent de Martha d'une entreprise en activité sans porter préjudice à un tiers de bonne foi exigeait une stratégie juridique minutieuse. Cela ne pouvait pas se faire dans l'urgence. Il fallait agir correctement. Neville a demandé qui était cet investisseur. L'avocat a tourné un feuillet. Il a expliqué qu'après avoir examiné l'historique des transferts, il avait passé plusieurs jours à analyser les registres publics d'entreprises, les statuts de SARL, les actes de propriété commerciale et les documents corporatifs liés aux activités récentes de Terrell. Le même nom apparaissait de manière récurrente aux côtés de celui de Terrell dans un projet immobilier commercial à Birmingham, Calvin Rees. Je connaissais ce nom. Il y a 18 mois, j'étais assise un dimanche à la table à manger de Terrell. Landra avait sorti son beau service, celui qu'elle ne présentait que lorsque le repas devait revêtir un caractère exceptionnel. La cuisine embaumait le mijoté et la table était parfaitement dressée, avec des sets de table et tout le nécessaire. Terrell était de bonne humeur, expansif. Il a resservi mon verre. Non, Neville n'était pas là, c'était juste deux et moi ce soir-là. Il a rempli mon verre, s'est adossé à sa chaise et a dit qu'il s'associait avec un homme de bien. Il a dit qu'il s'appelait Calvin Rees, que les choses s'annonçaient bien, qu'il sentait enfin qu'il bâtissait quelque chose de solide. J'avais souri de l'autre côté de la table. Je lui avais dit que j'étais fier de lui. J'avais remercié Landra pour le repas avant de partir. Sur le parking de l'avocat, après l'entretien, Neville et moi sommes restés assis dans la voiture sans bouger. Le moteur était coupé. L'après-midi étouffant de l'Alabama pressait contre les vitres. J'ai repensé à ce dîner dominical, à ce beau service, à cette odeur de mijoté. Terrell, expansif et confiant en bout de table, parlant d'opportunités, d'hommes de bien, d'un avenir prometteur. Je m'étais assis sur cette chaise, j'avais mangé ce repas et j'avais pensé, le temps d'une soirée, que mon fils allait s'en sortir. J'ignorais que l'investisseur, c'était moi. J'ignorais que la maison où je me tenais, la table où je mangeais, la vaisselle que Landra apportait à deux mains, tout cela avait été acheté avec de l'argent censé construire ma propre vie, et non mettre en scène la sienne. J'avais remercié Landra pour le repas. Cette pensée me pesait sur la poitrine d'une manière spécifique pour laquelle je n'avais pas de mots. Pas de la colère, pas tout à fait du chagrin. Quelque chose de plus précis que ces deux sentiments. Le poids singulier d'une femme découvrant toute l'architecture de la manipulation dont elle avait fait l'objet. Neville a dit, on va régler cette situation avec Rees. Ça ne change rien à nos démarches. J'ai hoché la tête. Mais je ne pensais pas à nos démarches.
Je pensais à ce dimanche soir. À la façon dont Thérèse avait souri, à la façon dont j'avais rentré chez moi, rassasiée, reconnaissante et dans l'ignorance la plus totale. Certaines routes sont plus longues qu'elles n'y paraissent au départ, et certaines distances ne se mesurent pas en kilomètres. J'ignorais ce qui se passait à l'intérieur de cette maison. Pas à ce moment-là. Ce qui suit est ce que j'ai appris plus tard de la bouche même de Landra, par les documents qu'elle a fournis et par les conversations qui ont eu lieu après que tout a commencé à s'effondrer. Et voici comment elle l'a raconté. Landra s'était construit une belle vie. C'était la vérité qu'elle se répétait chaque matin dans la maison que Thérèse lui offrait, la construction récente avec sa grande cuisine lumineuse, les 2 voitures, le service qu'elle sortait le dimanche, les vacances qu'il s'offrait sans d'expliquer à personne comment il les finançait. Elle s'était bâtie une belle existence et elle l'avait protégée de la seule manière qu'elle connaissait, en ne posant pas de questions. Elle m'a confié que lorsque Thérèse est rentrée à la maison le soir après notre visite, son visage était fermé d'une manière bien spécifique qui indiquait que quelque chose s'agitait sous la surface. Il l'avait embrassée sur la joue, était allé se changer, puis était revenu dans la cuisine pour parler du dîner comme s'il s'agissait d'une soirée ordinaire. Elle l'avait laissé faire. Elle avait appris depuis des années que bousculer Thérèse lorsqu'il se contrôlait ainsi ne faisait que renforcer sa fermeture. Cette nuit-là, après qu'il se fût endormi, elle s'était levée pour se rendre dans la 2e chambre où elle conservait les archives du foyer. Elle disait qu'elle ne cherchait rien de précis, se racontant qu'elle faisait simplement du rangement, mais ses mains s'étaient dirigées directement vers la chemise où Thérèse classait les documents immobiliers. Elle avait sorti l'acte de propriété de la maison et l'avait examiné sous la lampe de bureau, son nom à elle seule, et non celui de Thérèse, figurait sur l'acte de la maison acheté 3 ans plus tôt. Elle avait sorti le document suivant, un relevé de compte joint, portant à nouveau son nom, puis un autre compte, un vecteur d'investissement structuré autour du projet immobilier commercial, dont elle apparaissait comme la titulaire enregistrée, Thérèse agissant en qualité de signataire gérant. Elle avait ouvert son ordinateur portable. Elle avait recherché le nom de Calvin Riis dans la base de données publique des entreprises enregistrées. Elle avait trouvé la société. Elle avait constaté que la contribution en capital y était enregistrée sous son propre nom, et non celui de Thérèse. Elle s'était adossée à son siège, contemplant l'écran, la maison, les comptes, l'investissement commercial, tout était structuré à son nom. Plus tard, assise à la table de ma cuisine, Landra m'a avoué une vérité difficile. Elle savait qu'il vivait au-dessus des moyens que le salaire de Thérèse pouvait expliquer. Elle l'avait remarqué de la même manière que l'on remarque la tiédeur d'une pièce sans consulter le thermomètre, une évidence présente, confortable et indiscutable. Il était doué avec l'argent, se disait-elle. Il avait des opportunités qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Elle n'avait pas posé de questions car interroger signifiait savoir, et savoir signifiait qu'elle ne pourrait plus s'asseoir à sa propre table le dimanche sans sentir le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait cru que son absence de questions la protégeait. Elle comprenait à présent, sous la lumière de cette lampe de bureau, que cela avait produit l'effet inverse. Chaque document portant son nom n'était pas un cadeau. C'était un positionnement tactique. Thérèse n'avait pas inscrit son nom sur ces pièces par confiance. Il l'avait fait pour que s'il s'annonçait mal, et au moment où elle tournerait mal, ce soit elle qui assume la responsabilité de la justice. Il ne lui avait pas construit une vie. Il s'était préparé une porte de sortie. Elle m'a raconté avoir entendu Thérèse se retourner dans la chambre. Elle avait refermé l'ordinateur et était restée immobile jusqu'à ce que la maison redevienne silencieuse. Elle avait pensé à moi. Elle s'était assise en face de moi lors des dîners du dimanche pendant des années, m'avait regardé manger en silence, m'avait entendu la remercier pour une nourriture dont j'ignorais qu'elle était achetée avec mon propre argent. Elle s'était dit que j'avais l'air d'aller bien, que j'avais l'air satisfaite, et que tout ce que Thérèse gérait entre nous relevait d'affaires de famille dans lesquelles elle n'avait pas à s'immiscer. Elle n'avait pas posé de questions à ce sujet non plus. Puis Thérèse était apparue dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que tu fais debout ?» Elle l'avait regardé, je n'arrivais pas à dormir. Il l'avait observé un instant. Puis il était retourné se coucher. Landra m'a dit qu'elle était restée assise dans le noir pendant un long moment après cela. Elle n'était pas une complice. Elle le comprenait à présent, mais elle n'était pas non plus une victime. Pas encore. La seule différence entre ces deux statuts résidait dans la décision suivante qu'elle prendrait. Elle n'a pas dormi de la nuit. On a frappé à la porte un mercredi après-midi. Pas à la porte d'entrée, mais à celle de derrière, qui s'ouvre sur la cuisine, celle que seuls empruntent les habitués de la maison.
J'étais devant l'évier quand j'ai entendu le bruit. 3 coups discrets et mesurés. Je me suis essuyé les mains et j'ai ouvert, Landra se tenait sur le seuil. Pas de Thérèle, pas de bijoux, aucun signe de la maison, des voitures ou de la vie qu'elle menait. Elle portait un chemisier simple et des chaussures plates. Elle serrait un grand pli Kraft contre sa hanche, les 2 mains appuyées dessus comme si elle ne l'avait pas lâché de tout le trajet. Elle a demandé, « Je peux entrer ?» Ce n'était pas vraiment une question. Je me suis écarté. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, cette même table où Neville m'avait montré l'historique des transferts 6 jours plus tôt. Elle a posé l'enveloppe mais a gardé une main posée dessus. Elle n'a pas regardé autour de la cuisine comme le fait une personne qui se sent coupable. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans nous faire perdre de temps. Elle m'a dit ce que contenait l'enveloppe, des relevés de compte remontant à 30 mois, des confirmations de virements montrant l'argent se déplacer du compte joint vers 2 comptes distincts, tous 2 ouverts à son nom. Et un document qu'elle a décrit avec précision, un accord de gestion financière que Thérèle lui avait présenté il y a 2 ans et demi, lui affirmant qu'il s'agissait de formalités administratives standards pour organiser les finances du foyer, et qu'il l'avait regardé signer sans lire. Cet accord avait servi à restructurer les actifs de la maison, les comptes, les positions d'investissement à son nom, tandis que Thérèle conservait le pouvoir de gestion sur l'ensemble. Elle m'a dit, « J'ai signé des papiers sans les lire. Je ne vais pas prétendre le contraire. » J'ai regardé ses mains posées sur cette enveloppe. Elle a dit qu'elle voulait parler à l'avocat. Elle a expliqué qu'elle avait besoin d'être enregistrée comme partie coopérante avant que la procédure judiciaire ne soit trop avancée pour que la coopération ne soit plus une lointaine option. Elle a précisé qu'elle ne venait pas vers moi par remords. Elle l'a dit franchement, sans s'excuser. Puis elle a ajouté, « Mais je ne peux pas non plus rester assise dans cette maison en sachant ce que je sais sans rien faire. » Je comprenais que ces 2 vérités coexistaient. La survie et la conscience ne sont pas toujours opposées. Parfois, elles se présentent ensemble à la même porte, et il n'est pas nécessaire de déterminer laquelle a frappé en premier. J'ai dit, « Je sais pourquoi tu es là. » Elle m'a regardé. Je me suis levé pour mettre la bouilloire à chauffer. J'ai préparé 2 tasses de café. J'en ai posé une devant elle, je me suis rassise et je lui ai posé une seule question, restait-il dans cette maison des documents qu'elle n'avait pas apportés ? Elle a répondu qu'il y en avait un qu'elle avait pris en photo avec son téléphone avant de retirer l'original. Elle a précisé qu'elle l'avait fait la nuit où elle avait tout découvert, avant même de décider de venir me voir, avant de savoir exactement ce qu'elle ferait, simplement par instinct. Elle a ajouté que Thérèle ignorait qu'elle l'avait fait. J'ai hoché la tête en serrant ma tasse à 2 mains. Nous ne sommes pas devenus amis autour de cette table. Il y avait trop de non-dits entre nous pour cela. 3 ans de dîners dominicaux, 3 ans de vaisselle fine sortant d'une cuisine payée par mon argent, 3 ans de remerciements de ma part que je ne pourrais reprendre. Rien de tout cela ne s'est effacé autour d'un café. But 2 femmes détenant chacune ce dont l'autre a besoin peuvent devenir des alliés aux yeux de la loi. Et c'est ce que nous sommes devenus. À son départ, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine pour regarder sa voiture faire marche arrière dans mon allée. Puis je me suis retourné et j'ai ramassé l'enveloppe. Neville m'a appelé un vendredi matin pour me dire que Thérèle l'avait contacté la veille au soir. J'ai écouté tout son récit sans l'interrompre. Thérèle n'avait pas appelé pour négocier. Il n'avait pas appelé pour s'excuser, s'expliquer ou proposer un arrangement. Il avait appelé pour mettre en garde, dissimulant ses menaces sous les dehors de la sollicitude, comme le fait un homme qui veut menacer sans laisser d'empreinte. Il avait dit à Neville qu'une action en justice détruirait la famille, que l'affaire deviendrait publique, et que l'exposition publique signifierait que le nom de Martha y serait mêlé, exposant sa situation personnelle et l'humiliant devant les gens qui la respectaient. Il avait ajouté que Calvin Rees était un homme d'affaires très estimé à Birmingham et que l'impliquer dans un différend juridique créerait des ennemis tenaces qui ne s'en iraient pas après la signature d'un accord. Il avait prononcé tout cela, m'a dit Neville, d'une voix calme et posée. J'ai réfléchi à cela un instant. L'homme qui s'était présenté à sa porte avec un classeur étiqueté et des reçus classés par date était un homme confiant. Les gens confiants ne passent pas ce genre d'appel. Les gens confiants laissent leurs documents parler pour eux. Cet appel révélait tout autre chose. C'était l'acte d'un homme qui, contemplant l'édifice qu'il avait construit, y avait découvert une fissure impossible à localiser et qui exerçait une pression de l'extérieur parce qu'il ne contrôlait plus la situation de l'intérieur. Le classeur était une mise en scène. Cet appel était l'expression de sa peur. J'ai dit à Neville que je comprenais et que je le rappellerai plus tard.
Puis je suis allé m'installer dans mon salon pour attendre. Terrell est arrivé chez moi 2 heures plus tard. Il n'a pas téléphoné au préalable. Il a frappé et, quand j'ai ouvert, son visage était déjà composé, son expression était douce, son attitude inoffensive et sa voix, lorsqu'il a pris la parole, était basse et feutrée. Il est entré, s'est assis en face de moi et a parlé longuement. Il a parlé de la famille, de ce que ce genre de conflit fait subir aux personnes qui s'aiment, de son nom dans cette ville, et du tort que des accusations causent à une réputation même lorsqu'elles finissent par être réfutées. Il a parlé de notre relation, c'était son terme, comme si 3 années de pauvreté imposée n'avaient été qu'un malentendu entre 2 égaux. Il a dit qu'il souhaitait que nous nous asseyions tous ensemble pour régler cela en privé, sans que des avocats ne transforment une affaire de famille en dossier juridique. Il a mené son discours avec habileté, assez de tendresse pour paraître filial, assez de pression pour sonner comme une menace, sans jamais basculer tout à fait d'un côté ou de l'autre. J'ai écouté chaque mot. Je ne lui ai pas montré l'enveloppe que Landra avait laissée sur ma table. Je n'ai pas prononcé son nom. Je ne lui ai pas parlé de l'avocat, des pièces ou de tout ce qui s'était passé depuis le jour où nous étions assis dans son salon devant son dossier. J'ai reçu chacun de ces mots avec l'immobilité d'une femme qui n'avait rien à cacher et nulle part où aller. Lorsqu'il a eu fini, je lui ai demandé s'il voulait un verre d'eau. Il m'a regardé un instant, quelque chose s'animant derrière ses yeux, une brève incertitude, la première que je percevais chez lui depuis le début. Il a dit non. Il s'est levé. Il a dit qu'il espérait que je réfléchirais à ses paroles. Je lui ai dit que je le ferais. Je l'ai raccompagné à la porte. J'ai regardé sa voiture s'éloigner en marche arrière dans mon allée. J'ai fermé la porte et je suis resté dans mon couloir le temps exact de m'assurer qu'il était bien parti. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Neville. Je lui ai raconté tout ce que Terrell avait dit, chaque mot, chaque hésitation, chaque instant où la tendresse et la menace s'échangeaient les rôles. Je n'ai rien omis, car un homme qui vient chez sa propre mère pour acheter son silence a déjà révélé tout ce qu'il y avait à savoir. Nous sommes retournés chez l'avocat 2 jours après la visite de Terrell. J'ai apporté 2 choses dans son bureau, le relevé bancaire de ma Bible, celui qui était arrivé par erreur 14 mois plus tôt, et le cahier du tiroir de ma table de chevet. Je les ai posés tous les 2 sur son bureau sans donner d'explication et je les laissé regarder. Il a d'abord pris le relevé bancaire. Il a examiné le nom du titulaire, l'adresse, les montants des transactions. Il l'a mis de côté et a ouvert le cahier. Il ne s'est pas contenté de le feuilleter. Il l'a lu comme un homme qui en saisit la valeur lentement, depuis le début, tournant chaque page avec le même soin méticuleux. Neville, assis à mes côtés, ne disait rien. J'observais le visage de l'avocat parcourir mes écrits, et j'ai ressenti une chose à laquelle je ne m'attendais pas dans ce bureau. Pas de la fierté, ni du soulagement, mais quelque chose de plus calme, le sentiment d'être cru avant même d'avoir fini de parler. Le cahier débutait 14 mois avant que Neville ne frappe à ma porte. Chaque note était de ma main. Chaque note était datée. Les premières pages consignaient des faits dérisoires, la date à laquelle Terrell m'avait apporté $20, montant que j'avais noté parce que je voulais suivre ce qui entrait et sortait. Puis les dates de mes appels à Neville et la façon dont ces échanges semblaient dirigés, superficiels, minutieusement contrôlés. Puis le jour où j'avais surpris Terrell au téléphone dans mon couloir. J'avais noté les bribes captées sans comprendre à quoi elles se rapportaient, un chiffre, un nom inconnu à l'époque, et ces mots, pas encore. Attends 1 mois de plus. Puis la date où j'avais aperçu la voiture de Terrell garée devant un immeuble sur Lakeshore Parkway. J'étais dans le bus qui me ramenait d'un rendez-vous médical. J'avais regardé par la vitre et j'avais reconnu sa voiture à l'impact sur l'aile arrière. J'avais consigné l'adresse en rentrant chez moi parce que cela me semblait être un fait à mémoriser. J'ignorais alors que cette adresse correspondait à l'immeuble de bureau de Calvin Reese. L'avocat a tourné cette page et s'est arrêté. Il a levé les yeux vers Neville, puis vers moi. Il a dit, « Madame Stewart, chaque note consignée ici est datée et cohérente sur 14 mois. Les montants de versement que vous avez notés correspondent aux relevés de virement que nous détenons déjà. Ce ne sont pas des suppositions. C'est une confirmation matérielle. » Il a ajouté que le cahier établissait de manière documentée un schéma de distribution financière contrôlée. De petites sommes distribuées comme des aumônes pour s'assurer de ma docilité, ce qui correspondait précisément à la définition légale de l'abus de faiblesse selon la section 38-9F4 du Code de l'Alabama. Je lui ai dit que j'ignorais être en train de monter un dossier.
Je lui ai dit que je cherchais simplement à me rappeler ce qui était réel, que certains matins je me réveillais tellement incertaine de ma propre vie que j'avais besoin de relire mes notes pour m'assurer de la réalité du sol sous mes pieds. Il m'a regardé un instant, a hoché la tête et est retourné à sa lecture du cahier. Vers la fin, dans le dernier quart des pages, sa lecture s'est ralentie. Il est arrivé à une note et a commencé à la lire à voix basse. Je me suis penché pour tourner la page avant qu'il n'ait fini. Il a levé les yeux. J'ai dit, celle-ci n'est pas pour aujourd'hui. Il a soutenu mon regard un instant. C'était le genre d'homme à comprendre quand un témoin gérait sa propre déposition, et pourquoi. Il n'a pas insisté. Il a refermé le cahier. Il l'a posé sur le bureau devant nous, les deux mots à plat sur la couverture, avec ce soin méticuleux que l'on réserve aux objets dont on vient de mesurer toute l'importance. Le relevé bancaire comptait. Les ordres de virement comptaient. L'enveloppe de l'Andra comptait. Le cahier ne remplaçait aucun de ces éléments, il les reliait entre eux. Il montrait à quoi ressemblaient ces transactions écrites depuis l'intérieur de la vie qui les avait subies. Et pour la première fois depuis que Neuville avait frappé à ma porte, je voyais quelqu'un appréhender la situation dans sa globalité. Je n'étais pas présente lors de leur entretien avec Calvin Riz. L'avocat avait estimé que ma présence compliquerait cette première discussion, que Calvin avait besoin d'espace pour assimiler les informations sans se sentir pris en étau entre deux parties avant d'avoir choisi sa position. Je comprenais cette logique. Je suis resté chez moi à attendre. Neuville m'a appelé 2 heures après leur entrée en réunion. Il n'a pas commencé par un résumé. Il a dit, Calvin Riz possède ses propres relevés, Martha. Il a laissé cette information faire son chemin avant de poursuivre. Puis il m'a détaillé l'échange. Calvin avait écouté tout le tableau de la situation sans l'interrompre, le compte joint, les transferts détournés, l'apport en capital enregistré au nom de l'Andra qui provenait de fonds qui m'étaient destinés. Il est resté silencieux un long moment après que l'avocat eut fini de parler. Il a commencé à poser des questions, très précises. Il voulait connaître le pourcentage exact du capital de la société provenant de ces fonds détournés. Il voulait connaître la chronologie, les dates des mouvements de fonds, les mois correspondants et de quelle manière cela s'articulait avec le calendrier d'investissement qu'il avait convenu avec Terrell. Lorsque l'avocat lui a fourni les chiffres, l'expression de Calvin a changé. Neuville a précisé que ce n'était pas la moue d'un homme qui s'apitoyait sur mon sort, mais le regard d'un homme qui venait de comprendre que tout ce qu'il croyait de son associé était une mise en scène. Que les bases sur lesquelles il avait fondé leur relation professionnelle ne reposaient pas sur l'intégrité, mais sur un jeu d'acteurs financé par l'argent d'un autre. Calvin leur a raconté que Terrell s'était présenté comme un homme financièrement indépendant, qu'il était arrivé à la table des négociations avec des capitaux documentés, une grande assurance et cette discrète autorité financière qui rassure un associé. Calvin a dit qu'il avait fait ses vérifications préalables sur la structure de la société, mais qu'il ne lui était pas venu à l'esprit de questionner l'origine de l'apport de Terrell, car les hommes de fortune indépendante n'expliquent généralement pas d'où vient leur argent, ils l'ont. Tout simplement. Il a demandé ce que l'avocat attendait de lui. Quand Neuville a prononcé ces mots, un homme financièrement indépendant, je me suis assise. J'ai repensé à ce dîner dominical d'il y a 18 mois, Terrell en bout de table, détendu et expansif, évoquant Calvin Riz de la manière dont on parle d'un chapitre de sa vie qui se déroule enfin comme prévu. Il avait employé des termes comme l'intégrité, l'opportunité, l'association idéale. Il ressemblait à un homme bâtissant un projet solide. Je l'avais cru. Je lui avais dit ma fierté. Il s'était assis dans ce fauteuil, devant une table, dans une maison bâtie par mon argent, simulant l'aisance financière devant un homme qu'il s'apprêtait à associer à une affaire financée par ma misère. Chaque parole d'assurance qu'il avait prononcée ce soir-là était usurpée. Chaque geste d'homme d'affaires indépendant était simulé. Il avait pris mon sacrifice, l'avait paré de son propre nom, et l'avait présenté à Calvin Riz comme une preuve d'intégrité, tandis que je lui souriais en face en remerciant Landra pour sa cuisine. Neuville m'a expliqué que Calvin n'avait pris aucune décision ce jour-là. Il avait demandé des copies des pièces et annoncé qu'il souhaitait que son propre conseil examine l'ensemble avant de prendre officiellement position. Quelques jours ont passé. Son avocat a comparé les relevés de transfert avec les documents de l'association, les plans d'investissement, la correspondance et les déclarations financières que Terrell avait fournies au fil des ans. Ils ont analysé la structure du projet de manière indépendante et vérifié les parts de capital qui semblaient provenir des fonds détournés. Ce n'est qu'après cet examen que Calvin a appelé lui-même notre avocat. Il a déclaré vouloir s'associer à la plainte en qualité de co-demandeur,
se disant prêt à fournir ses propres états financiers, sa correspondance avec Terrell et son témoignage sur chacune des déclarations que ce dernier avait faites concernant son capital personnel. Il ne le faisait pas pour moi. Il le faisait parce qu'un homme l'avait regardé dans les yeux, avait échafaudé un mensonge et l'avait baptisé partenariat. Mais le résultat était identique. Neville m'a dit que Calvin lui avait serré la main avant leur départ, non pas une poignée de main formelle, mais ce geste qui signifie qu'une décision a été prise et que les deux parties en comprennent la portée. Je suis resté assise dans ma cuisine, le téléphone serré contre ma poitrine, après que Neville a raccroché. Terrell avait prévu beaucoup de choses. Il n'avait pas prévu que l'homme devant lequel il jouait la comédie deviendrait celui qui l'aiderait à s'effondrer. L'avocat nous a appelés un lundi matin pour nous demander de passer à son cabinet. Sa voix au téléphone était posée, de cette façon bien spécifique qui indiquait qu'il avait sous les yeux une pièce qu'il devait nous montrer en personne. Neville est venu me chercher et nous n'avons pas beaucoup parlé sur le trajet. J'avais appris depuis lors que Neville se taisait lorsqu'il se préparait à affronter une situation. J'en faisais autant. Un document était posé sur le bureau de l'avocat lorsque nous nous sommes assis. Il l'a tourné vers nous et nous a laissé le lire avant de prendre la parole. C'était une procuration générale. Mon nom figurait en haut, ma signature en bas. J'ai reconnu ma signature immédiatement, cette manière particulière que j'avais de tracer le M de Martha, cette légère inclinaison vers la gauche que je n'avais jamais réussi à corriger. La signature était authentique. J'avais bien signé ce papier. Je me souvenais vaguement des circonstances, Terrell me l'avait présenté il y a 4 ans en affirmant que c'était pour les cas d'urgence, au cas où un imprévu surviendrait et qu'ils doivent gérer mes affaires sans attendre. Il disait que toutes les familles responsables en possédaient une. Je l'avais signé de la même manière que je signais tout ce que Terrell me présentait, parce que c'était mon fils, que j'avais confiance en lui et que le jargon juridique au milieu des pages n'était pas ma spécialité. Et ce jargon au milieu des pages était précisément devenu le problème. L'avocat l'a expliqué calmement. L'avocat de Terrell avait produit ce document comme preuve que j'avais autorisé les décisions financières contestées aujourd'hui. Mais après comparaison avec d'autres pièces et les descriptions de l'accord initial, plusieurs clauses apparaissaient sensiblement différentes de ce qui m'avait été présenté. L'acte que je me rappelais avoir signé avait une portée très limitée, il autorisait Terrell à gérer un unique compte domestique en cas d'incapacité de ma part. Ce qui se trouvait sur le bureau de l'avocat disait tout autre chose, les clauses de portée décrivaient une autorisation générale pour toutes les décisions financières sur l'ensemble de mes comptes, pour toute la durée de la période de gestion. Soit 3 ans chaque transaction se trouvant validée par Martha Stewart. Selon ce texte, Terrell l'avait présenté à son propre conseil comme la preuve que j'étais une participante engagée et consentante à chaque choix financier qu'il avait fait en mon nom. La mâchoire de Neville s'est contractée. Il a demandé combien de temps il faudrait pour déterminer exactement ce qui s'était passé. L'avocat a répondu que l'expertise de documents n'était pas un processus rapide. Il faudrait retrouver l'original signé, si possible. L'acte lui-même devrait être analysé. Toutes les copies antérieures, brouillons, numérisation ou dossiers connexes devraient être comparés. Des semaines, peut-être plus, selon la disponibilité de l'expert. Pendant ce temps, l'avocat de Terrell pouvait utiliser cette pièce pour jeter le doute sur la procédure civile. Pas assez pour l'emporter, mais suffisant pour ralentir l'ensemble, compliquer l'enregistrement et insinuer que Martha savait, avait consenti, et revenait à présent sur un accord volontaire. C'était là sa stratégie, non pas la victoire, mais le délai, l'épuisement, l'effritement progressif de notre volonté de poursuivre. Je suis resté assise à contempler ma propre signature sur ce papier. Il avait conservé ce document pendant 4 ans. Il l'avait gardé de côté, et lorsque tout le reste avait commencé à lui échapper, il l'avait sorti pour le tendre à son avocat, se servant de mon nom comme d'un bouclier. Que les termes aient été modifiés par la suite ou que le document ait été détourné d'une manière qui m'avait échappé, le résultat restait identique. Il avait pris la seule chose que je lui avais donnée librement à ma confiance pour en faire une arme destinée à me blesser. J'ai repensé à Landra, assise à la table de ma cuisine il y a 8 jours. Cette enveloppe Kraft, cet accord de gestion financière qu'elle m'avait décrit, la même catégorie de documents, le même procédé. Elle avait mentionné avoir pris en photo un papier avant de me rapporter les originaux. Elle l'avait dit doucement, presque en passant, de la façon dont on mentionne un acte fait d'instinct avant d'en comprendre la raison. Je n'ai rien dit de tout cela dans le bureau de l'avocat. J'ai simplement fixé mon nom sur ce papier. Martha Stewart utilisé contre Martha Stewart.
Et j'ai senti un frisson me traverser la poitrine, qui n'était ni de la peur, ni du chagrin, ni rien de définissable. C'était plus dur que ces deux sentiments réunis, et cela ne ressemblait pas à une fin. L'avocat a appelé Landra le lendemain matin de notre rendez-vous. Je n'ai pas participé à cet échange non plus, mais Neville y était et il m'a tout répété ensuite, fidèlement, point par point, sans rien adoucir. Landra n'a pas hésité. Elle a dit qu'elle avait photographié le document original la nuit de sa découverte, avant même de décider de venir chez moi, avant de savoir ce qu'elle ferait de tout cela. Elle était assise à son secrétaire dans la cuisine, sous la lampe, et une voix intérieure lui avait dit de prendre cette photo avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Elle ignorait à ce moment-là que Terrell modifierait ce document. Elle ne l'avait pas photographié en prévision de sa manœuvre, elle l'avait fait parce qu'elle avait cessé de croire que tout allait bien. Elle a envoyé l'image à l'avocat dans l'heure qui a suivi. Les clauses initiales apparaissaient clairement sur la photo, limitée, précise, restreinte à un compte domestique unique en cas d'incapacité. Rien qui ressemble de près ou de loin à l'autorisation générale que décrivait la version de Terrell. L'avocat a comparé la photographie avec la pièce que l'avocat de Terrell avait produite. Il a examiné la formulation ligne par ligne et a confirmé que les clauses litigieuses étaient substantiellement différentes. La photo ne résolvait pas toutes les interrogations entourant le document à elle seule, mais elle démontrait que les clauses invoquées aujourd'hui ne figuraient pas sur la version antérieure photographiée par Landra. L'avocat a placé les deux versions côte à côte, et la différence ne souffrait aucune ambiguïté. Ce n'était pas une question d'interprétation. C'était une question de mots écrits avant et de mots écrits après. Le dernier argument de Terrell s'est effondré avant même d'être officiellement consigné. Son avocat a retiré la pièce de la procédure 2 jours plus tard, sans donner d'explication. La longue expertise à laquelle tout le monde se préparait a soudain perdu toute importance. Le délai que Terrell espérait créer a duré exactement le temps qu'il a fallu pour que la version antérieure du document ne refasse surface. La plainte civile a été déposée un mercredi. Martha Stewart et Calvin Reese s'associaient en qualité de co-demandeurs contre Terrell Stewart. Détournement de fonds, abus de faiblesse sur personne âgée selon le Code de l'Alabama, section 38 à 9F4, et fausse déclaration frauduleuse à un associé commercial. 3 motifs de poursuite, étayés par 3 ans de preuves accumulées pour chacun. Terrell s'est vu signifier l'acte à son domicile un jeudi matin. J'étais dans ma cuisine en train de plier du linge lorsque Neville a appelé. Le soleil filtrait par la fenêtre au-dessus de l'évier comme il le fait à Birmingham en fin de matinée bas, chaud, direct, le genre de lumière qui donne de la dignité aux choses les plus banales. Je tenais un vêtement entre mes mains, l'un de mes beaux chemisiers pour l'église, le modèle crème avec de petits boutons. J'en lissais le col lorsque le téléphone a sonné. Neville a dit, c'est fait, Martha. Il a reçu l'acte. J'ai répondu, d'accord. J'ai continué à plier mon linge. Je n'ai pas tout lâché pour m'appesantir sur l'instant. Je ne me suis pas représenté le visage de Terrell lorsqu'on lui avait remis cette enveloppe sur le pas de sa porte. J'avais passé 3 ans à imaginer des scénarios qui s'étaient avérés pires que tout ce que j'avais pu concevoir. J'en avais fini de gaspiller mon énergie pour des représentations invérifiables. Ce que je ressentais, debout devant mon plan de travail, n'était pas du triomphe. Le triomphe est bruyant et réclame un public. Ce que je ressentais était plus ancien et plus discret, la sensation bien spécifique d'un fardeau porté seul qui venait de m'être retiré pour être réparti entre les mains de personnes désormais légalement tenues de m'aider à le porter. L'avocat, le tribunal, les relevés de Calvin Reese, la photo de Landra, les virements de Neville, mon cahier de notes, plus rien de tout cela ne reposait sur mes seules épaules. J'ai plié le chemisier crème, je l'ai posé sur la pile et j'ai pris le vêtement suivant. De l'autre côté de la vitre, la matinée d'Alabama suivait son cours comme le font les matinées d'Alabama lentes, indifférentes à ce qui venait de se jouer dans les tribunaux et sur les seuils des maisons de la ville. La lumière n'avait pas changé parce que Terrell s'était vu signifier sa plainte. Le quartier ne s'était pas tu pour marquer le coup, mais le silence qui régnait dans ma cuisine me semblait différent de celui des 3 dernières années. Il ressemblait à quelque chose que j'avais enfin le droit d'avoir. Je n'ai pas assisté à la déposition. L'avocat me l'avait déconseillé, non parce que ma présence aurait affaibli notre position, mais parce que voir son fils se faire démonter pièce par pièce de l'autre côté d'une table est une expérience bien différente de celle de savoir simplement que cela s'est produit. Et il souhaitait que je garde les idées claires pour la suite. Neville a attendu dans le couloir. Je suis resté chez moi, ma Bible ouverte sur la table de la cuisine, sans même faire semblant de la lire.
Neville m'a appelé le soir même pour tout me raconter. Terrell était arrivé avec son avocat, un homme de Birmingham, méticuleux et expérimenté, le genre de conseil que l'on recrute lorsque l'on sait que le dossier adverse est lourd. Il s'était assis en face de notre avocat et son attitude restait maîtrisée, théâtrale même dans ces circonstances. Neville m'a dit l'avoir observé à travers le panneau vitré de la porte pendant les premières minutes, avant qu'on ne lui demande de s'installer dans la salle d'attente, et cette maîtrise était toujours visible, les épaules bien droites, cette manière étudiée de s'installer sur sa chaise. Cela n'a pas duré toute la matinée. Notre avocat a commencé par les relevés de virement, mois par mois, sur 36 mois. Il a demandé à Terrell de confirmer chaque montant, et Terrell s'y est plié. Des réponses brèves, son avocat intervenant de temps à autre par des objections qui ralentissaient le rythme sans dévier la trajectoire. Puis notre avocat est passé au relevé de comptes fournis par Landra, les entrées, les sorties, les dépenses somptuaires mises en parallèle avec les mois où l'argent s'était déplacé. Un remboursement d'emprunt pour une maison au nom de Landra daté de la semaine même d'un virement de $20 000 issu du compte joint. Le financement de 2 véhicules. Le capital d'investissement pour l'immobilier commercial versé en 3 fois sur une période de 4 mois. Les réponses de Terrell se sont faites plus courtes, puis plus courtes encore. Son avocat a contesté la formulation de 2 questions. Ces objections étaient techniquement valables et concrètement inutiles, les pièces fournissaient les réponses, que Terrell s'exprime ou non. C'est alors que l'avocat a ouvert le cahier. Il n'est pas allé à la première page. Il s'est rendu directement à la note que je n'avais pas voulu qu'il lise à haute voix lors de notre entretien, cette page que j'avais couverte de ma main en disant qu'elle n'était pas pour ce jour-là. Il l'a trouvée sans hésiter car il savait exactement où elle se situait depuis l'instant où j'avais tourné la page. Il a posé le cahier sur la table, face à Terrell. 4 mots de ma main, datés d'un jeudi précis, il y a 41 semaines, il semblait très satisfait. L'avocat a fait remarquer à Terrell que la date de cette note correspondait à la semaine où il avait appelé sa mère, appel que j'avais consigné dans mon cahier de notes. Et que cette même semaine, $43 000 avaient quitté le compte joint pour être versés dans la société immobilière commerciale en une seule transaction, le mouvement de fonds unique le plus important de toute la période de 3 ans. L'avocat n'a pas présenté le cahier comme une preuve de la destination de l'argent, les relevés bancaires s'en chargeaient déjà. Il l'a présenté sous un autre jour, une observation prise sur le vif, écrite bien avant l'existence de toute procédure, avant toute accusation, avant que Martha ne comprenne la signification de ces transferts. Elle avait simplement remarqué que la voix de son fils semblait anormalement réjouie et l'avait noté, car elle cherchait simplement à se souvenir de ce qui était réel. Terrell a fixé l'écriture de sa mère sur cette page. Il n'a pas répondu. Son avocat n'a pas formulé d'objection. Neville m'a raconté un autre détail, pour la première fois de la journée, Terrell a cessé de regarder l'avocat, a cessé de regarder les pièces, a cessé de regarder son propre conseil. Ses yeux restaient fixés sur le cahier. La pièce baignait dans l'immobilité particulière de l'homme qui se s'est acculé, au bout de son chemin. Ce n'était pas le calme de la maîtrise de soi, mais l'inertie de celui qui a cessé de calculer parce que ses calculs ne mènent plus nulle part. La déposition s'est poursuivie pendant 40 minutes supplémentaires. Terrell a répondu à certaines questions et a gardé le silence sur d'autres, mais l'énergie avait quitté son côté de la table. Neville a précisé que durant les 20 dernières minutes, le propre avocat de Terrell avait cessé toute objection. Il écrivait sur son bloc-notes, calmement, régulièrement, comme écrit un homme qui ne défend plus sa position et commence à évaluer le coût de la poursuite du combat. Quand ce fut fini, l'avocat a refermé le cahier et les mêmes mains, le même geste mesuré pour le poser sur la table, à ceci près qu'il portait à présent tout le poids du chemin parcouru pour arriver jusqu'ici. Un accord à l'amiable a été signé 8 mois après la déposition. Je vais vous en énoncer les termes tels que l'avocat me les a présentés simplement, sans fioriture, car c'est ainsi qu'il convient de nommer la justice lorsqu'elle s'applique enfin. Terrell a consenti à un échéancier de remboursement structuré couvrant l'intégralité des sommes détournées durant les 3 années, chaque dollar figurant sur les relevés de transfert. Le projet immobilier commercial a été restructuré, la part de capital provenant de mes fonds a été formellement séparée de l'investissement légitime de Calvin Rees et restituée par le biais d'une procédure sous contrôle judiciaire, protégeant la position de Calvin tout en démantelant celle de Terrell. Calvin Rees a récupéré son entreprise, débarrassé de l'associé qui l'avait trompé. J'ai récupéré ce qui m'avait été volé. La coopération de Landra a été formellement consignée. Sa responsabilité personnelle atténuée constituait la reconnaissance légale d'une distinction que la justice sait faire lorsque les preuves le justifient.
Elle avait profité de la situation, elle s'était murée dans une ignorance volontaire, et elle avait également été celle qui s'était présentée à ma porte arrière avec une enveloppe Kraft pour dire la vérité sur ce qu'elle contenait. La loi a pris en compte ces trois réalités simultanément, parvenant à un montant qui reflétait sa contribution à l'enquête. Je n'ai pas contesté ce montant. La loi de l'Alabama sur l'abus de faiblesse envers les personnes âgées prévoit des sanctions pénales. L'avocat m'avait expliqué que les preuves pouvaient être transmises au service de police pour examen en vue de poursuites pénales. Il avait également précisé une chose, les dossiers criminels suivent leur propre calendrier, selon des critères et des priorités propres aux procureurs, et non aux victimes. La récupération civile ne dépendait pas de cela. J'ai choisi de ne pas faire du pénal mon objectif. Je tiens à préciser pourquoi, non pas par pardon envers Terrell, ni par désir de le prémunir des conséquences qu'il avait méritées. J'ai choisi la voie civile parce que je visais deux résultats précis, récupérer mes fonds et démanteler son organisation. Et la procédure civile a permis d'obtenir ces deux résultats avec plus de certitude et moins de délai qu'une longue attente de poursuite pénale. La précision n'est pas de la clémence. Parfois, elle consiste simplement à savoir exactement ce que l'on veut obtenir et à repartir avec. La maison n'est plus à eux. Les voitures sont parties. L'entreprise bâtie sur ma misère ne porte plus son nom. Calvin Rice sait qui est Terrell. Les diacres qui recevaient ces visites d'inquiétude simulées sur ma mémoire savent qui est Terrell. La communauté de mon église, qui m'a vu survivre grâce à la charité tandis que mon fils conduisait des véhicules de luxe entièrement payés, sait qui est Terrell. Il n'a plus de classeur à ouvrir. Il n'a plus de rôle à jouer, car chaque scène qu'il avait dressée a été démontée planche par planche. Certains diront que ce n'est pas suffisant, qu'un homme coupable de tels actes aurait dû faire face à un tribunal pénal et à une peine de prison. Je comprends ce sentiment. Je laisse chacun libre de son opinion. Pour ma part, je détiens le premier compte bancaire à mon seul et unique nom. Un compte courant et un compte d'épargne, tous deux ouverts un mardi matin avec Neville assis à mes côtés à la banque. On m'a remis une carte portant mon nom gravé en lettres majuscules, Martha Stewart. J'ai passé mon pouce sur ces lettres plus de fois que je ne saurais le dire, car quelque chose en moi a encore besoin de cette preuve pour y croire. 2 semaines avant le vol de retour de Neville pour le Royaume-Uni, il s'est assis avec moi à la table de ma cuisine une dernière fois. Nous avons pris un café. L'après-midi d'Alabama s'invitait par la fenêtre comme il le fait toujours paisible, lourd, indifférent à tout ce qui s'était joué dans cette maison et autour de cette table au cours de l'année écoulée. Il m'a demandé à quel moment j'avais compris. J'ai attrapé ma Bible. Je l'ai ouverte entre Job et les psaumes pour en sortir le relevé bancaire, celui qui était arrivé par erreur 14 mois avant qu'il ne frappe à ma porte. Je l'ai fait glisser vers lui de l'autre côté de la table. Il l'a contemplé longuement. Puis il m'a regardé. Je lui ai dit que j'ignorais ce qu'il signifiait exactement, mais que je savais qu'il avait une importance, alors je l'avais gardé. Et j'avais attendu la venue de quelqu'un capable de m'aider à le déchiffrer. Neville n'a rien dit. Il a posé sa main sur la mienne, et nous sommes restés là, dans le calme de cet après-midi ordinaire de milieu de semaine. Ma vie m'appartenait, enfin, dans tous les sens du terme. Je n'ai jamais cessé de faire confiance à Dieu. J'ai simplement commencé à noter les choses par écrit.